Alors, on va passer à toute autre chose maintenant avec mon confrère, donc Danielson Rakoto Arinovoni, sur le fait de manger en pleine conscience pour améliorer le comportement alimentaire chez les personnes en surpoids. Donc vous êtes médecin nutritionniste, assistant à la fois au CHU de Montpellier et puis à l'hôpital de Sète, au service de diabétologie nutrition. Donc on parle beaucoup justement de cette pleine conscience. Vous allez bien nous expliquer ça et nous allons vous écouter très attentivement. Avec plaisir. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, effectivement, je suis Dr Rakoto Arinovoni et je vais vous présenter le fait de manger en pleine conscience, que ça améliore le comportement alimentaire des personnes obèses et en surpoids. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc l'obésité est un problème majeur de santé publique. C'est une maladie chronique dont je suis moi-même atteint et donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une épidémie mondiale. En France, dans le monde, il y a une personne sur 4 qui est en surpoids ou obèse, c'est-à-dire qu'il y a un indice de masse corporelle à plus de 25 kg par mètre carré ou plus de 30 kg par mètre carré. En France, c'est une personne sur 2 qui est en surpoids ou obèse, 17% pour l'obésité seule. Alors, l'obésité a des étiologies multifactorielles et c'est un problème complexe que malheureusement on a voulu traiter pendant des années avec une solution simple que sont les régimes amaigrissants. Or, depuis un rapport de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire en 2010, on sait que ces régimes amaigrissants sont inefficaces, voire même peuvent avoir des conséquences néfastes pour la santé. Une des conséquences est ce qu'on appelle la restriction cognitive. C'est l'intention permanente de vouloir contrôler mentalement ses apports alimentaires dans le but de perdre du poids ou en tout cas de ne pas en prendre. Alors il y a deux versants de la restriction cognitive. Un versant rigide qui obéit à la loi du tout ou rien, lié aux compulsions alimentaires et corrélé à un indice de masse corporelle élevé. Il y a un versant flexible où en fait les aliments jugés grossissants sont consommés en quantité limitée et sans culpabilité et corrélés à un indice de masse corporelle plus faible. Alors, dans le service du professeur Avignon en nutrition au CHU à Montpellier, nous préconisons l'alimentation intuitive. C'est basé sur le respect des sensations alimentaires. Alors très schématiquement, alors vraiment très schématiquement, il faut manger quand on a faim et s'arrêter dès qu'on n'a plus faim. Mais le comportement alimentaire répond aussi à d'autres fonctions. Donc on l'a dit, le besoin énergétique, si on ne mange pas, au bout d'un moment on va mourir. Il y a un besoin hédonique, on mange pour le plaisir, c'est lié aux émotions. Et il y a une troisième fonction dont on n'a pas souvent conscience, c'est une fonction sociale. On mange par rapport à nos habitudes, par rapport à notre culture, nos traditions. Et en fait, c'est souvent la principale raison pour laquelle on va manger. Le repas du midi avec les collègues au restaurant collectif, ou que ce soit le soir en famille, quand on se retrouve par convivialité pour parler de la journée, ou quand on est invité chez des gens, qu'on ait faim ou pas faim, par politesse, on va manger. Alors, les trois sont liés. Évidemment, le mieux, c'est de manger parce qu'on a faim, parce que c'est l'heure et parce qu'on est entouré en famille. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Donc les trois se livrent aussi à un véritable combat. Et justement, ça pose un problème pour les professionnels de santé, notamment les médecins généralistes, qui sont souvent les premiers en fait, dans la prise en charge de l'obésité, comme de nombreuses maladies. En fait. Alors plus ou moins récemment émergent des thérapies de la troisième vague, dont le principe est d'accepter ses émotions plutôt que de les modifier. Et elles sont basées sur la pleine conscience ou mindfulness. C'est un principe qui a été intégré au milieu médical par le professeur Jon Kabat-Zinn, qui le définit comme le fait de porter son attention intentionnellement au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déroule moment après moment. Alors ça, appliqué à l'alimentation, il y a le docteur Ian Shozenbe qui a créé le programme Mindful Eating Conscious Living,
dont les principes généraux sont de prendre du recul sur nos comportements automatiques. Par exemple, parfois vous devez faire une course, donc vous prenez la voiture. Une fois que vous êtes arrivé, sans savoir comment, vous ne vous souvenez pas de la route, de comment vous avez fait pour conduire, changer les vitesses, mais vous êtes arrivé. Parfois, devant son assiette, c'est pareil. On se met devant l'assiette et en mode automatique, on va manger sans réfléchir. Un autre principe, c'est le fait d'observer ce qui se passe pendant qu'on mange, les goûts, les textures, les sensations, les émotions qui nous traversent, et remplacer aussi l'autocritique par l'autobienveillance. Alors, justement, notre étude, parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter, c'est inspiré de mon travail de thèse de docteur en médecine. On a voulu observer les effets d'une technique d'alimentation en pleine conscience sur la restriction cognitive chez des personnes en situation d'obésité ou de surpoids. En effet, dans la littérature, des techniques basées sur la pleine conscience ont montré qu'il y avait une augmentation de la restriction cognitive globale. Et nous, on a fait l'hypothèse que cette augmentation se faisait en faveur de la restriction cognitive flexible, mais qu'au contraire, la restriction cognitive rigide, elle, diminuerait. Alors, la méthodologie utilisée. Alors, pour évaluer la restriction cognitive sur ces deux versants, on a utilisé respectivement deux questionnaires, le Flexible Control 12 et le Rigid Control 16, qui sont deux sous-dimensions du Three Factor Eating Questionnaire. Pour les autres versants du comportement alimentaire, on a utilisé le Mindful Eating Questionnaire. Et pour les données anthropométriques telles que le poids, le tour de taille et la tension artérielle, on les a mesurés. On a comparé les résultats à un groupe contrôle. L'intervention, c'était le Mindfulness-Based Eating, qui a été élaboré et qui est prodigué par Madame Béatrix Toto à Montpellier, et qui se déroule actuellement sous forme de 8 séances hebdomadaires de 2h30 chacune, avec des exercices formels et informels de méditation en pleine conscience, et où on consomme aussi des aliments. Entre ces semaines entre chaque semaine, il y a aussi des exercices et des audios guidés pour s'entraîner à la maison, et on refait le point à chaque séance aussi. Alors, pour cette étude, on a étudié de 2014 à 2019 ce programme au CHU à Montpellier, dans mon service, du coup en nutrition. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fini. En fait, il existe encore ce programme. D'ailleurs, actuellement, la dernière session, elle a débuté en octobre. Il y avait une première session en octobre en présentiel. Et puis, comme tout le monde, il y a eu le confinement. Donc, comme ce congrès, par exemple, on a dû s'adapter. Et toutes les autres sessions, là, se sont faites en visio. Voilà, vive la technologie. Revenons à l'étude. Du coup, les critères d'inclusion, c'était le fait d'être adulte, au moins en surpoids, de bien comprendre l'intervention. Et les critères d'exclusion, c'était l'impossibilité de venir aux sessions. Là, actuellement, c'est l'impossibilité de se connecter, du coup. Ou des troubles psychiatriques, mais non stabilisés. En effet, des troubles de l'humeur stabilisés étaient acceptés. Pour analyser les variables d'intérêt à 3 mois, on a utilisé des modèles mixtes à mesure répétée, autorégressive, avec un degré de significativité fixé à 5%. Alors, les résultats. Sur ces 5-6 ans, il y a 154 sujets qui ont été inclus. 101 ont été alloués au groupe intervention et 53 au groupe contrôle, avec respectivement 20 et 18 perdus de vue. Ce qui fait qu'au final, il y a 81 personnes qui ont été évaluées à 3 mois dans le groupe intervention et 35 dans le groupe contrôle. Alors, les caractéristiques à l'inclusion. Il y avait plus de femmes que d'hommes dans les deux groupes. Il y avait un poids plus élevé dans le groupe contrôle, mais les deux groupes étaient cliniquement comparables sur l'âge et les tensions artérielles. Pour ce qui est du niveau d'étude, il était globalement plus élevé dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. Alors, pour les critères de jugement principaux, alors, pour la restriction cognitive flexible, on n'a pas trouvé d'augmentation significative dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. En effet, on voit là qu'il y a une augmentation dans les deux groupes, en fait, à 3 mois. Par contre, pour la restriction cognitive rigide, on a pu observer qu'il y avait une diminution significative dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle à 3 mois, avec un petit p à moins de 0,001. Pour les critères de jugement secondaire,
on a pu voir qu'il y avait une amélioration de la conscience de l'alimentation, de la distraction et de la conscience de l'externalité dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle à 3 mois, ce qui se traduit par un MEQ global aussi amélioré. Pour ce qui est des données anthropométriques, parce que bon, souvent dans les études sur l'obésité, on veut savoir quand même s'ils ont perdu du poids, on voit qu'il y a une tendance à la significativité pour une diminution de l'IMC dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle à 3 mois, avec un petit P à 6%. Bon, après, du coup, c'est juste une tendance à la significativité. Peut-être que si on a vu plus de personnes, peut-être que ça aurait été bon. Par contre, pour les autres données anthropométriques, telles que le tour de taille et la tension artérielle, on voit qu'ils sont améliorés à 3 mois dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle. Et le tour de taille, lui, est corrélé à l'obésité abdominale, celle qui est la plus mauvaise pour la santé, donc c'est tant mieux. Alors les limites de l'étude, c'est les limites inhérentes à toute étude scientifique. Donc un biais de sélection, puisqu'il n'y avait pas de randomisation, mais cela a été atténué par le fait qu'on a ajusté sur les différences à l'inclusion. Il y avait aussi un profil aussi d'engagement particulier, puisque le recrutement était hospitalier. Du coup, on avait des personnes qui étaient déjà bien engagées dans leur prise en charge pondérale. Et aussi, le groupe contrôle, ce n'était pas un groupe contrôle lambda, c'était un groupe qui était sensibilisé à l'alimentation intuitive, ce qui peut en partie expliquer le fait qu'on n'a pas vu d'augmentation significative de cette flexibilité dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle, puisque en fait, l'alimentation intuitive augmente aussi cette flexibilité. Un biais d'évaluation, puisqu'il n'y avait pas d'aveugle, mais c'était atténué par le fait que les investigateurs ne prodiguaient pas en fait l'intervention de pleine conscience. Puis des biais de mesure, puisqu'il y a différents opérateurs qui ont fait les mesures, mais c'était atténué par le fait que c'était des professionnels formés, infirmiers ou médecins, qui utilisaient du matériel professionnel adapté aux personnes obèses, notamment les brassards à tension qui étaient à la bonne taille, et les protocoles aussi de mesure étaient affichés, notamment pour le tour de taille. Voilà, mais l'étude, elle a aussi de nombreuses forces. Déjà, c'est un essai contrôlé, ce qui limite le biais de confusion. On a de nombreux résultats significatifs, notamment un critère de jugement principal, qui est la diminution de la restriction cognitive rigide à 3 mois dans le groupe intervention par rapport au groupe contrôle chez les patients en surpoids ou obèses. C'est une étude qui est unique, puisque dans la littérature internationale ou anglo-saxonne, c'est la seule en fait, qui étudie les effets d'une technique d'alimentation en pleine conscience sur les 2 versants de la restriction cognitive sur des personnes en surpoids ou obèses. Il y a relativement peu de perdus de vue, on en a à peu près 25%, contre jusqu'à 50% dans beaucoup d'études sur l'obésité. Et on a une puissance de départ qui était conservée par l'utilisation d'une méthode analytique prenant en compte les données manquantes. Alors dans la littérature, il y a aussi un profil qui se dégage, c'est que les personnes qui bénéficieraient le mieux des techniques basées sur la pleine conscience seraient les personnes avec un niveau d'études plus élevé. Et aussi, les participants à ces techniques de pleine conscience sont majoritairement des femmes, comme dans notre étude. On retrouve aussi que même de brèves durées, de l'ordre d'un quart d'heure de pleine conscience, a des effets bénéfiques sur le comportement alimentaire des personnes. Une étude réalisée en 2018, qualitative sur la même population, le même programme en fait dans notre service, a montré que ça permettait de créer un cercle vertueux sur les 4 piliers de la nutrition, que sont l'alimentation, l'activité physique, le moral et le sommeil. Ça permettait aussi une meilleure autonomisation du patient dans sa prise en charge pondérale. Et aussi, l'alimentation en pleine conscience permettait de mieux intégrer les notions d'alimentation intuitive. Alors, dans la littérature, souvent la perte de poids, c'est le critère principal d'efficacité d'une intervention sur l'obésité. Mais il est retrouvé de plus en plus que le bien-être et la qualité de vie sont aussi importants, notamment quand on étudie ou quand on évalue les programmes d'éducation thérapeutique du patient de l'obésité. En conclusion,
notre programme d'alimentation en pleine conscience a permis une diminution significative de la restriction cognitive rigide à 3 mois chez des personnes en surpoids ou obèses, ce qui met fin au diktat de la loi du tout ou rien vis-à-vis de l'alimentation. Il est important que les professionnels de santé, notamment le médecin généraliste, puissent repérer les personnes qui sont motivées et engagées dans leur prise en charge pondérale pour les adresser vers ce type de programme. Et aussi, l'alimentation en pleine conscience est complémentaire de l'alimentation intuitive et a toute sa place dans les programmes d'éducation thérapeutique de l'obésité. Et pour ma part, après tous les entretiens que j'ai faits avec les patients, ça m'a surtout montré que ça leur avait permis de faire la paix avec leur corps et leur esprit. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette très intéressante intervention. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire de façon très pratique comment ça se passe? C'est-à-dire que un quart d'heure de nourriture en pleine conscience, j'ai dit que des fois ça suffisait. Comment ça se passe concrètement, très concrètement? Concrètement, comment on fait de la méditation en pleine conscience? Alors, il faut séparer alimentation en pleine conscience et juste méditation en pleine conscience. Dans notre programme d'alimentation en pleine conscience, on utilise la méditation en pleine conscience, mais on le fait aussi en consommant des aliments. C'est-à-dire qu'on le garde dans la bouche pendant un certain temps avant de l'avaler. Par exemple, un exercice qu'on fait souvent, notamment au début du programme, c'est l'exercice du raisin sec. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est le fait de prendre un raisin sec et d'observer ce qui se passe quand on va le manger. Mais alors, observer, comme j'ai dit tout à l'heure, sous tous les angles, en utilisant tous ses sens. C'est-à-dire le bruit que ça fait à l'oreille quand on le touche, le goût que ça a quand on va bien le mastiquer, parce que parfois on le met juste et puis on l'avale. Là, on va bien mastiquer pour voir le goût que ça a, la texture, l'odeur que ça a. On ne fait pas trop attention à l'odeur. Voilà, on va observer tout ce qui se passe en fait pendant qu'on est en train de manger. Donc soit un raisin sec, une pomme, une pastèque, ce que vous voulez. Ou un carré de chocolat. Pour les adeptes des carrés au chocolat, évidemment. D'accord. Et ça, on le fait au début pour manger, ou on doit le faire aussi avant le repas, ou qu'est-ce que vous préconisez? En fait, ça, c'est des choses qu'on fait pendant qu'on mange. C'est vraiment l'alimentation en pleine conscience. Le principe, en fait, c'est il faudrait imaginer le critique gastronomique qui va au restaurant. Quand il va tout observer. Quand le plat arrive, la présentation, les couleurs. Ensuite, il va prendre le temps de déguster, les textures, le goût, et en fait, c'est pareil. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire exactement ça à la maison, mais quand vous vous faites à manger, essayez que ce soit agréable aussi pour vous. Voilà. Faites comme si vous vous invitiez, tout simplement. Hein. Mettez des beaux draps, des beaux couverts, et puis dégustez ce que vous êtes en train de faire. C'est un travail sur vraiment porter son attention totalement sur ce qu'on est en train de faire, et donc là, sur l'acte de manger. Et là, j'imagine qu'il y a un facteur temps aussi, c'est-à-dire qu'on fait attention à ne pas prendre son repas en 10 minutes, mais que vous imposez, j'imagine, un temps suffisamment long. Et en général, quelle moyenne de temps vous préconisez pour les repas? Alors, les conditions des repas, c'est important. Et après, donc là, c'est pour la pleine conscience, mais pour l'alimentation intuitive, on dit qu'il faut aussi respecter les sensations alimentaires. Et c'est vrai que le rassasiement, on dit en moyenne que ça dure 20 minutes. Donc c'est vrai que si on a tendance à manger plus vite que ça, parfois, on a tendance à avoir une satiété mécanique, qui peut être problématique. Donc c'est ça qu'il faut prendre le temps et voilà. On se remplit. C'est ça, on va se remplir, alors que le but, c'est pas justement de se remplir, mais de s'arrêter dès que la sensation de faim disparaît. Évidemment, quand on est plein, on a aussi plus faim. Mais peut-être que si on prend le temps, on a plus faim avant. Plus la mastication, bien entendu. Voilà. Et vous avez eu des éléments, enfin, ce n'était pas le sujet de votre étude, mais sur les diabétiques, les personnes diabétiques en surpoids, vous avez eu des résultats significatifs, indépendamment de l'étude, sur cette approche en pleine conscience? Alors, des résultats par rapport pour les personnes diabétiques, une amélioration de leur glycémie, l'hémoglobine glyquée? C'est pas quelque chose qu'on a étudié spécifiquement, donc c'est pour ça que je peux pas vous dire, parce que j'ai pas de chiffres. Mais vu que c'était dans le service de nutrition diabétologie, il y a beaucoup de participants qui étaient aussi diabétiques. Qui étaient aussi diabétiques, d'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du rapport de l'ANSES de 2010 qui critiquait beaucoup les régimes. Alors, effectivement, c'était une critique, je dirais, peut-être assez acerbe des régimes. Et ce qui était quand même frappant, alors c'était très bien fait, hein, donc c'est pas du tout ça, mais c'est qu'ils ne proposaient rien du tout.
C'est-à-dire qu'en fait, il critiquait tout en disant à la fin, il fallait continuer, il fallait maigrir, mais bon, il ne donnait pas non plus de solution. Donc je pense qu'il y avait un peu des limites dans ce rapport qui, par ailleurs, était intéressant et qui a permis de prendre conscience, enfin que les médecins aient pu prendre conscience. Après, ça permet de prendre conscience qu'on peut faire aussi autrement et d'arrêter de prescrire des choses qui, on sait, au final, ne vont pas marcher. Bien sûr. Voilà, c'est ça aussi, Non, mais bien sûr, vendre aussi des choses qui ne marchent pas aux patients. On rentre dans un cercle vicieux, quoi. Bien sûr. Alors après, on a des personnes qui ont parfois tout le temps faim. Et le rassasiement, la satiété n'arrive pas. Et une piste que j'avais vue un petit peu dans les littératures et que j'ai développée aussi, c'était l'approche auto-immune. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y aurait des auto-anticorps qui bloqueraient certains récepteurs, et notamment des récepteurs à satiété. Donc ça serait aussi une piste pour comprendre cette espèce de fringale permanente et le fait que les gens ont... Alors c'est une piste de réflexion, puisque de toute façon on sait très bien que l'obésité est tellement multifactorielle qu'on a aussi des phénomènes addictifs qui interviennent, etc. Donc c'est toujours quelque chose d'un peu complexe. Mais cette piste auto-immune, elle a l'air assez intéressante. On a un peu la même chose aussi dans les dépressions, c'est-à-dire que certaines dépressions pourraient être liées à des blocages de certains récepteurs par des auto-anticorps. Donc il y a beaucoup de réflexions dans ce sens-là. Et je voulais savoir aussi ce que vous pensiez personnellement des indications de la chirurgie bariatrique. Alors par rapport à la chirurgie bariatrique, déjà je vais commenter ce que vous avez dit juste avant. Effectivement, quand quelqu'un dit qu'il a tout le temps faim, déjà il faut vérifier avec lui que ce n'est pas de l'envie. Voilà, la faim, c'est vraiment une sensation qu'on a au niveau de l'estomac, ça fait un creux, un vide, c'est désagréable, ça peut gargouiller. C'est le corps qui réclame de l'énergie. L'envie, c'est plus souvent là ou ici, ou les odeurs qui arrivent et qui nous donnent envie de manger. Déjà, il faut vérifier que ce n'est pas de l'envie. Et après, si vraiment quelqu'un il a vraiment faim, vérifier aussi que ce n'est pas quelque chose d'organique. Donc ça peut être, par exemple, voilà, il y a toujours cette sensation ici. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses ici. Quand on est angoissé, stressé, c'est aussi ici que c'est. Si on a des brûlures gastriques, c'est aussi ici. Donc peut-être vérifier que ce n'est pas des brûlures ou un ulcère ou quelque chose. Et puis après, il y a aussi des obésités génétiques, comme la maladie de Prader-Willi, qui fait qu'ils ont tout le temps faim. Voilà. Ça, heureusement, c'est rare. C'est très rare. Mais voilà, c'est vraiment global. Il ne faut pas juste s'arrêter à quelqu'un qui nous dit « j'ai tout le temps faim » et voilà, juste s'arrêter là. Ensuite, pour la chirurgie bariatrique, moi, au CHU à Montpellier, j'accompagne des patients dans le parcours de chirurgie bariatrique et pareil à 7. Donc, qu'est-ce que je pense de la chirurgie bariatrique ? Alors, je n'y pense pas du mal, mais c'est une solution pour moi personnellement, de dernier recours. Et puis même, je dis pour moi, même les recommandations de la HAS, c'est en dernier recours. C'est pas en première intention. Voilà. Quelqu'un qui va venir vous voir parce que personnellement, il a fait plein de régimes avec des échecs et qui va vous dire, bon, docteur, j'ai envie de me faire opérer, il faut faire le point avec lui. Il y a vraiment un parcours, d'ailleurs c'est aussi dans les recommandations, un parcours minimum médical de 6 mois pour faire le point avec lui et être sûr qu'il a vraiment... pas tout essayé, mais que vraiment il n'y arrive pas. Mais la chirurgie bariatrique, c'est bénéfique pour les patients en dernier recours. De toute façon, il y a tout un protocole. Après, il y a vraiment une réunion de concertation pluridisciplinaire parce qu'il faut voir pourquoi on le fait aussi. Les bénéfices qu'on va attendre de ça. Par exemple, il y a des gens qui ont un diabète vraiment déséquilibré. Il y a des études qui montrent que la chirurgie bariatrique, ça permet aussi d'améliorer le diabète. Donc, parfois, on ne le fait pas juste pour le poids, on le fait... Enfin, et principalement, on le fait surtout pour les complications de l'obésité que la chirurgie bariatrique peut améliorer. Le motif esthétique, ça ne suffit pas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est sur de la médecine, hein, donc il faut voir après, il faut voir à long terme qu'est-ce qui se passe, qu'il n'y ait pas non plus de troubles, de pertes, de manque d'apport vitaminique, etc. Après, voilà, j'en profite aussi. Voilà, pour la chirurgie bariatrique, c'est le suivi, c'est un suivi à vie. Voilà, il faut avoir ça en tête déjà si vous pensez à faire de la chirurgie bariatrique, qu'il faut un suivi à vie. Parce que malheureusement, il y a des patients, parfois, ils font leur parcours, ils se font opérer, puis ils disparaissent dans la nature. Ils n'ont pas de suivi, on les rattrape malheureusement parfois dans des états catastrophiques. Et alors, quand vous posez l'indication de la chirurgie bariatrique, est-ce que préalablement, tout cela, ils sont passés par une tentative d'alimentation en pleine conscience ou pas ?
D'alimentation en pleine conscience? de ce nouveau Non, c'est pas obligatoire hein, d'avoir essayé de faire la méditation en pleine conscience. Après, mon approche... Est-ce que ça ne serait pas ça qui serait à faire avant c'est intéressant. J'en ai pensé moi-même dans ma pratique. Alors, quand je suis mes patients, vu que je suis sensibilisé à l'alimentation intuitive et l'alimentation en pleine conscience, c'est des choses que je travaille avec eux dans le parcours médical. Mais votre question, je pense, c'est plus général. Est-ce qu'on ne devrait pas généraliser? Ça c'est une question... C'est une approche douce, non médicamenteuse. Exactement. Qui permet au moins de faire le point, d'avoir fait cette proposition aux gens, puis on voit un petit peu pour la suite. Bah, ce qui est sûr, c'est que c'est un plus dans leur prise en charge médicale de l'obésité. Après, il faut voir, hein, parce qu'il y a des patients, on a beau leur en parler, ils n'ont pas envie. Hein. Il y en a qui n'ont pas envie de faire de la méditation aussi. Donc on s'adapte aussi. Les prises en charge sont individuelles. Bien sûr. Alors, il y a quelques questions. Donc, l'odorat est aussi un sens très présent dans la pleine conscience. Vous êtes d'accord, bien entendu, avec ça. Et la façon de cuisiner, si vous pouviez revenir un petit peu là-dessus. Sur la façon de cuisiner? Enfin, sur l'odorat déjà. Bah oui, effectivement. Alors, la dégustation en pleine conscience, c'est utiliser nos 5 sens. Donc le toucher, l'odorat, le goût, la vue. C'est vraiment tous les sens. Donc l'odorat, évidemment, en fait partie. Hein. Donc évidemment, quand vous faites à manger, essayez de faire des choses qui vous font envie. Voilà. Donc l'alimentation intuitive, on vous dit mangez quand vous avez faim, arrêtez-vous dès que vous avez plus faim. Et il y a aussi manger ce qui vous fait envie. Parce qu'après, il y a le problème de frustration aussi. On contrôle les quantités quand même. Et on contrôle les quantités, voilà. Mais parce que si vous avez fini de manger, je sais pas, une assiette de haricots verts, mais que vous aimez pas ça, l'envie est tellement irrépressible après de manger un truc qui vous fait plaisir, que c'est pas parce que vous avez plus faim que vous allez vous arrêter là. Est-ce que vous êtes d'accord avec la technique de la petite assiette? Oui, ça peut aider. Utiliser, ça peut aider parce qu'en fait, en quoi ça peut... L'aspect visuel aussi qui... C'est plus sympathique d'avoir une petite assiette pleine oui. qu'une grande assiette à moitié vide. Ce que j'aime bien avec la petite assiette, c'est le fait que ça va forcer les gens à faire des pauses en fait. Parce que s'ils veulent se resservir, bah déjà il y a un temps. Comme je parlais du pilotage automatique tout à l'heure, quand vous avez les couverts à la main et que tout est dans l'assiette, vous vous arrêtez que quand il n'y a plus rien. Si déjà votre petite assiette vous l'avez finie, déjà il y a l'acte de se resservir et peut-être qu'entre-temps vous pouvez vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment encore faim ? Pour prendre une deuxième petite assiette. C'est en ça que c'est utile. Et puis après, visuellement, oui, c'est mieux que d'avoir une grande assiette avec un petit truc au milieu. Ça peut jouer aussi. Hein. Alors, on a une autre question. La pratique de l'alimentation en pleine conscience, comment la pratiquer dans la vie quotidienne? Quelle fréquence? Alors, vous avez déjà partiellement répondu. Alors, la méditation, alors là, c'est alimentation en pleine conscience, mais je vais dire la méditation en pleine conscience, parce que je le pratique moi personnellement. C'est comme les gens qui font un sport. Plus vous pratiquez, plus vous serez bon et plus ça aura des effets bénéfiques. Si vous faites ça juste de temps en temps, à chaque fois que vous allez le faire, peut-être ça ne va pas trop vous plaire, quoi. Donc ce qui est important, c'est la régularité, surtout dans la méditation en pleine conscience. Personnellement, moi quand je le fais, je fais 10 minutes par jour à peu près, et je fais des exercices de respiration. C'est-à-dire que le but de la pleine conscience, c'est de se poser, de prendre un temps pour soi et d'observer ce qui se passe dans notre corps. Donc un des moyens les plus simples, c'est de le faire avec la respiration. Puisque voilà, c'est aussi quelque chose qu'on fait de manière automatique et c'est bien de se poser pour voir ce qui se passe quand on respire. L'air qui passe dans les narines, puis ensuite à ce niveau-là, puis jusqu'en bas. Et donc voilà, c'est surtout la régularité. Après, il existe sur Internet ou partout des audios guidés qui peuvent vous aider, mais le but final de la méditation, c'est de le faire seul sans audio. C'est de le faire, je ne dis pas dans le noir non plus, mais de le faire seul, sans audio, sans rien. Et après, pour ceux qui n'ont jamais pratiqué la méditation en pleine conscience, il existe des stages comme celui qu'on propose au CHU et qu'il faut faire en externe. Alors nous, au CHU, il est gratuit. On en fait 2 par an. Bon, je sais pas qu'il est gratuit pour les patients, mais c'est parce qu'il est financé autrement. Mais par contre, vous, en externe, si vous le faites, ça dépend des enseignants. Ça peut aller de quelques centaines d'euros. Puis il y a la cohérence cardiaque, qui est aussi intéressante, que tout le monde peut faire chez soi très facilement. Exactement, voilà. Il y a plein de... La cohérence cardiaque, tout un tas d'applications. Et en fait, on peut conseiller ça et en fait, ça apaise aussi les gens. Alors, on a une autre question. Donc, on vous remercie beaucoup pour votre présentation. Est-ce que vous utilisez le sens corporel, proprioception,
introspection dans votre pratique de pleine conscience? Alors oui, ça joue aussi, puisqu'en fait, par exemple, il y a un exercice qui est le body scan. On va scanner le corps, toutes ses parties d'en haut jusqu'en bas, donc on va analyser vraiment tout ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Alors je reviens juste sur la pratique au quotidien, parce qu'en fait, moi j'utilise une application qui s'appelle Petit Bambou. Je n'ai pas de lien avec eux, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un programme déjà gratuit où vous pouvez le faire simplement pour vous initier. Et après, soit vous allez vers des enseignants en externe, soit vous faites plus. Après, il faut toujours voir un médecin avant pour être sûr qu'il n'y ait pas un problème thyroïdien, qu'il n'y ait pas un problème organique, etc. Mais après, effectivement, une fois que le diagnostic différentiel a été fait, effectivement, il y a des applications intéressantes. Dans tous les cas, quand vous voulez prendre en charge votre surpoids ou votre obésité, il faut toujours en parler à votre médecin pour faire un point déjà au niveau médical. Parce que, comme vous l'avez dit, ça peut être vraiment des problèmes organiques ou psychiatriques qu'il faut traiter différemment que simplement par la pleine conscience. D'accord. Alors encore une question, une remarque plutôt. Selon John Kabat-Zinn, pleine conscience signifie être attentif d'une manière particulière délibérément, dans le moment présent et sans jugement de valeur. Elle est née après la sophrologie. D'accord. Alors, je sais pas si donc ça, c'est une observation. Oui. Alors, la sophrologie et la méditation en pleine conscience, c'est deux choses différentes. La sophrologie, on va essayer vraiment de se relaxer. Quand on fait de la méditation en pleine conscience, il n'y a pas de but de se relaxer. C'est juste d'accepter ce qui se passe dans votre corps pour ensuite peut-être agir différemment. L'exemple que je prends, c'est quand vous avez une émotion qui vient à vous, elle va toquer, comme ça. Si vous n'ouvrez pas, elle va toquer de plus en plus fort. Et à la fin, si vous n'ouvrez jamais la porte, elle va exploser. Et là, vous êtes submergé et vous avez une réaction automatique, comme on a vu tout à l'heure. Alors que simplement, la première fois qu'elle vient, si quand elle toque, vous ouvrez, vous la laissez passer, vous l'acceptez, là, vous pourrez faire différemment puisque vous ne serez pas submergé. Donc, c'est deux choses différentes. La méditation en pleine conscience et sophrologie. Un des bons moyens pour se relaxer aussi, c'est l'activité physique. On ne peut pas ne pas parler de surpoids et d'obésité sans l'activité physique et sa régularité. Quel type de sport vous préconisez? Un sport qu'on aime. Certes, mais globalement, quel type de sport, enfin d'activité physique plutôt que de sport, quelle activité physique justement, aux personnes, notamment aux personnes très obèses? Déjà quelque chose qui ne vont pas leur faire mal, déjà au niveau des articulations. Donc déjà peut-être je dis le travail en eau, comme la natation, mais il y en a aussi qui ont une image du corps qu'ils n'aiment pas, donc ils n'aiment pas aller à la piscine, ou déjà ça commence tout simplement par la marche. L'activité physique, c'est simplement se mettre en mouvement. Donc si déjà vous ne faites rien, si vous allez marcher même 5 minutes, c'est déjà très bien. Voilà. Et après, on peut aller plus loin. Voilà. Mais l'activité physique, c'est différent de sport. Très bien. Voilà. Absolument, absolument. Donc, on a encore une question, la dernière. Avez-vous eu des patients qui étaient angoissés lors des premières séances en prenant conscience de toutes leurs pensées négatives qu'ils ruminent à propos d'eux-mêmes? Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous leur dites? Simplement d'être avec ce qui est en train de se passer. Alors, c'est facile de dire être avec, mais il y a des patients, effectivement, ça peut être très difficile pour eux d'accepter ce qui se passe dans leur corps. Parce que la personne obèse, alors ce n'est pas une généralité, mais parfois, elle a ses pensées, ses émotions, elle, et il y a son corps à côté. Sauf que le problème, c'est que quand on fait ce travail de méditation en pleine conscience, on va rapprocher les deux. Et quand on met tout ça ensemble, parfois, il y en a qui le vivent mal. Mais c'est à force de le faire qu'on voit les effets bénéfiques. Comme j'ai dit, si vous le faites juste de temps en temps, c'est moins... Il y a un soutien par des psychologues, des psychiatres? Après, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut être sûr que le patient n'est pas dans un état psychiatrique instable. Bien sûr. Même un trouble de l'humeur, comme la dépression, qui a une prévalence importante chez les personnes obèses, s'il est dépressif au fond du trou, ce n'est pas le moment de lui parler de méditation en pleine conscience, ça va lui passer au-dessus. Donc être sûr qu'il est stable déjà au niveau psychiatrique. Voilà, ou même un patient schizophrène qui n'est pas stabilisé, s'il fait de la méditation en pleine conscience, ça peut mal se passer. Mais écoutez, on vous remercie beaucoup pour cette intervention originale, intéressante, en plus, comme vous le dites si bien, avec un certain vécu, donc qui donne encore plus de force à vos propos. Merci beaucoup. Merci à vous.